crois que la première question c'est qu'est-ce qu'il y a derrière vous? C'est quoi ça? Salomon Hamzalag est né à Safi en 1922 sous le signe du chant, le 7e jour de Pessah, le jour où le peuple juif est sorti d'Égypte. Le 8e jour de sa naissance, son père invita des shihat, des femmes chanteuses, pour qu'elles fredonnent des airs populaires près de son berceau. Et tout ça a commencé parce que vous aviez une sœur qui vous chantait des berceuses. Ah oui. Quand vous étiez tout enfant. Elle me prenait dans ses bras, elle me chantait. Et elle me chantait des airs algériens, des airs andalous algériens, populaires, des solos, des solis. Alors ces solos-là m'ont pénétré, m'ont impressionné et m'ont marqué. Et quand je me suis mis à fredonner, à l'âge de 4 ans, je me suis mis à fredonner. Un solo comme ça, les voisines m'ont pris comme ça. Parfois, je me dis, viens nous chanter, viens. Ce qui est impressionnant, c'est que j'avais entendu de lui qu'il avait confectionné sa première mandoline alors qu'il était très jeune, alors qu'il était enfant, à l'aide de fils qu'il avait pris chez son père, qui était tailleur, et quelques morceaux de bois. Et il avait déjà fabriqué son premier instrument de musique en tant qu'enfant. C'est à Rabat qu'il commence son éducation musicale, donc c'est auprès de grands maîtres de la musique andalouse. Et donc il dit lui-même que c'était des cercles très très fermés, qu'il fallait y être introduit, qu'il fallait vraiment faire ses preuves pour y être introduit. The Shabbat table, from an early age in many Moroccan Jewish households, is where you get that earliest iteration of informal but formal training that is then sort of accelerated in the synagogue as well. And so that's part of Sami al-Maghribi's story, is that, you know, first in Safi, where he's born, and then eventually in Rabat and Casablanca. I mean, his education is the Amzarag home, and then the synagogue. So Salat Aflalo is one of these places where he's been trained by masters, an older generation who's instructing him in piyut and the rest of the service as well, in which that's for many Moroccan Jews, that's their first exposure to Andalusian music, is somehow in the home, but also at the synagogue as well. La musique dont on appelle parfois la musique savante, ou on l'appelle Trab al-Ala, parfois on l'appelle même Al-Ashbiliya, qui veut dire de Séville. Cette musique est une musique qui a été écrite probablement entre 960 et l'an 1000 par le grand musicien Zériab, probablement avec d'autres musiciens autour de lui. C'est une musique qui est faite des centaines de poèmes qui ont été assemblés par ce fameux Zériab. La musique, originalement, était de 24 suites. En arabe, ça veut dire nouba. Elle avait chacune 5 mouvements, des misanes. Et dans chacun de ces mouvements, comme dans la musique d'opéra, il y avait des arias, des moments de musique qui étaient faciles à fredonner. Eh bien, le génie de Sami al-Maghribi, c'était d'identifier chacune de ces arias dans ces 11 noubas qui restaient et de les apporter au public en créant une musique, un chant autour de cette aria, si on veut l'appeler. Ça, c'était le génie de Sami al-Maghribi. Alors, pour nous dire encore une fois, Sami puisait dans le patrimoine qui remonte au début de cette musique.
connu aussi Cheikh Al-Arbi, rahimahullah. Je l'ai connu en 1953, fin 53. J'étais en Algérie, je cherchais à le rencontrer. Et puis je roulais, je rencontre un monsieur, je lui demande, je voudrais savoir où se trouve Cheikh Al-Arbi. Il me dit, je suis son gendre, je vous emmène chez lui. Et il est monté dans la voiture, nous sommes allés, on a pris le thé chez Cheikh Al-Arbi. Et je lui ai demandé de m'écrire une chanson, Had al-Hubb al-Ghaddar. Alors il me l'a écrite, et il me l'a donnée. Un an après, je chantais à Tlemcen, à la salle des fêtes de l'Amérique, 4 soirées suivies, de 400 personnes, c'était complet les 4 soirées. Puis il est venu à la 4e soirée, je l'ai invité. Il est venu, il n'a pas trouvé de place. On l'a mis avec nous sur scène. Et je lui ai fait la surprise de lui chanter la chanson qu'il m'a écrite. Il s'est levé, m'a donné la collade devant tout le monde. C'est un souvenir inoubliable qui ne s'effacera ni de mon esprit ni de mon cœur. La reconnaissance du maître. Il était honoré et il avait une chance inouïe d'écouter le maître chanter. Ça, c'est ça, Sami. C'est le respect. En arabe, on dit « Shir bla shir, maho shir ». Disons, un maître ne peut être maître s'il n'a pas de maître, s'il n'a pas fréquenté un maître. Mais Sami était un autodidacte, c'est ça qui est important. Et quand le moment était venu pour lui de se concentrer de ce qu'il voulait faire, c'était la musique juive marocaine, andalouse, qui puisait du patrimoine andalou qui remontait à l'Andalousie. Et quand il avait besoin de points de référence, il faisait le voyage. Il l'a même fait en Algérie. Il a été même apprendre des rainettes loranaises. Il joue avec elles. Il y a des morceaux qu'on montre Rainette chanter et lui qui l'accompagne avec le oud, n'empêche qu'elle aussi, elle jouait le oud. يا متسلني نعطيك الخبر نورك منظر بعيني رقبة مقومة تلعج بالبلار خوة مسدب سلبوني نحكي غير الخلا ملت بطوار Sami avait accès à tous ces gens-là. Il avait accès aussi à des musiciens musulmans, comme Ahmed Pirou. Et certains sont rentrés dans sa vie au fur et à mesure, sont rentrés, sont ressortis. Lui, il avait son chemin. Il raconte que Cheikh Radouane a séjourné chez mon père à Casablanca, c'est mon père qui le raconte, pour enregistrer des disques au Maroc. Parce qu'il y avait des échanges, les musiciens marocains, algériens se connaissaient, se fréquentaient, s'influençaient les uns les autres. Voilà, Salim Alali était né en Algérie, il est devenu une vedette algérienne et marocaine. Il y a des chansons qui ne sont pas à lui, oui, c'est un compositeur, mais quand j'ai parlé de Tlemcen El Hadia, ce n'est pas à lui. Mais quand il la chante, même les Arabes algériens, ils sont fous hein, de le voir chanter. Et c'est vrai, il posait. بسطنا في قلعة مطوطة قدام إلى قدامنا طوطة صعبة جبالها وطها. On le respectait beaucoup parce que lui, il ne se limitait pas à un style. Il touchait un peu tous les styles comme Qasida, Shabi, Andalou. Donc il était un peu polyvalent. Ce n'était pas un style. Et pour ça, les gens le respectaient. Les musiciens, je parle, les artistes. He was very knowledgeable. He knew the world of maqam, the world of Algerian music, the world of Moroccan music. He understood it fully. Again, when you talk about Moroccan music, there are so many aspects. I don't think Sami al-Maghribi was into Gnawa, for example, but talking about anything from Ala Andalus through Malhoun to Ghnati and Shabi, he was there. He was steeped in that. And he knew the rules. And when you know the rules, you have the ability to be completely free within them.
En général, Sami al-Maghribi ما يتعاودش. Comme on dit, Mohamed Abdelwahab ou Kulthum, chez nous au Maroc. J'étais au Salim en 1992. Il m'a invité avec Sami. من 6 heures le soir, وهو في الكلاسيك الجيريان نوبه بعد نوبه حتى قال لي سامي نوض غادي يقتلنا لان الصباح بدا يطلع لو ماتان. I recall an incident in the 2010s where I was walking down the street in Casablanca and there was a CD vendor and he was attempting to bring people to his stall by playing music. And the music he chose to do so was Sami al-Maghribi from half a century earlier. And what's remarkable about this moment is that the song he was playing at that moment was لو كان النين, if I had millions, or if I were a millionaire. اي لو كانوا عندي الملايين نعرف ما نعمل بيهم في زمان نعبد غير الزين والبها فين ما كان اي لو كانوا عندي الملايين. What I find remarkable about this is that in real time, in the 1950s, Sami al-Maghribi wrote to his brother about how popular that song was. And he says, you know, it was listened to by Jews and Muslims in large cities and small cities. He said, everyone calls out Sami with a smile and they sing Lukan al-Munayn. And he also said that vendors at that time, okay, those who were selling things at the time, used that song to try and lure in customers, sort of with a little bit of a smile, a wink and a nod, if I had millions, oh, what I could do. And so that half a century later, it's not only still being played and heard, but used for the same purposes is remarkable. C'est pas lui qui a choisi son nom, on le lui a donné. Au départ, je pense que tout s'est accéléré très vite dans la carrière de mon père à ses tout débuts. Il a eu beaucoup de succès très vite et donc il a fallu trouver un nom d'artiste. Enfin, mais c'est quelqu'un d'autre qui le lui a trouvé, ça je sais. يا ماما عمري ما ننساك عمري ما ننساك يا ماما عمري ما ننساك عايش في الدنيا غير برضك يا ماما عمري ما ننساك. Je me rappelle très clairement ma mère et beaucoup des membres de la famille, de l'âge de ma mère, des tantes ou n'importe qui, étaient assis en train de faire des gâteaux et tout ça pour la Mimouna. Et puis ils restaient éveillés jusqu'à les petites heures de la nuit. Quand ils étaient tous ensemble, j'entendais de ma chambre une cassette de Sami al-Maghribi en train de jouer. Et ma mère en train de chanter avec tout le monde, et il pleurait, et il faisait des gâteaux et il chantait en même temps. J'entendais ça, je disais c'est incroyable l'amour qu'il avait dans cette chanson-là, en disant que j'oublierai jamais ma maman. C'est universel, c'est un hymne à la maman, à la mère. Et voilà, et tout ce que traversent les mères, tout ce qu'elles subissent. Et je trouve qu'il y a un vers qui me touche beaucoup dans cette chanson, c'est
Ça veut dire que la maman, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sourit et elle ravale ses larmes, elle cache ses larmes pour protéger son enfant. Donc, je trouve ça très émouvant, c'est bien dit, quoi, c'est bien capté. On ne peut pas parler de Salomon Hamzalag sans parler de Messodi, son épouse. Pendant de longues années, j'ai eu le privilège de passer à peu près tous les Shabbats chez la famille Hamzalag, et donc j'ai pu être témoin de cette relation très spéciale qu'il avait avec sa femme, avec ses enfants, ses petits-enfants. Madame Hamzalag nous a reçus à la maison avec je me rappelle encore, de la table du festin de Purim qu'elle nous a fait au mois de juin. C'était extraordinaire. Et on s'est mis à chanter à table, il y avait des païtanim, il y avait Mizrien avec nous, il y avait tout l'orchestre. Il nous a tellement bien reçus, vraiment Achnasat Orchim de haut niveau. Et on a tous chanté, je voyais sa femme qui était là, qui était pas moins chef d'orchestre que lui au même moment. Mais surtout, j'ai vu une dame qui soutenait tellement son mari dans son métier, dans son art. Et ça, c'était extraordinaire. De voir une femme comme ça bon, voilà quoi, elle était mariée avec Sami El-Maghribi. Elle captait tous les sons du Mella, puis elle venait lui dire « Tu as entendu cette musique, cette chanson ?» Et elle dit « Bien, tu devrais essayer de faire comme ça. » Bon. Et elle était aussi sa première oreille. Quand il composait, c'était à elle qu'il présentait la chanson en premier. Et c'était elle la première critique et la première oreille. Donc, mais il lui faisait confiance de ce point de vue-là, parce que je pense que c'est vraiment... Encore là, c'est la musique qui les a unis. Chaque fois que j'étais avec lui en train de faire les cassettes et de l'aider ou de nettoyer les papiers ou n'importe quoi, elle disait toujours, elle rentrait très souvent, « Ah, Sami Baraka, laisse-le manger, qu'il vient manger, il n'est pas venu pour travailler, laisse-le prendre le thé. » Elle lui dit, laisse-le tranquille. Alors ils étaient en train de se disputer, moi j'étais au milieu en train de les regarder. Il disait, Baraka, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, ah, vas-y. Alors elle me prenait dans la cuisine, elle me donnait à manger. Et quand elle mangeait, et après elle me regardait, je me rappelle ça, c'est comme si c'était hier. Elle me regarde, elle me dit, eh Wabnini, mon fils, si tu veux vraiment réussir, écoute ton maître. C'était quelque chose, j'ai un peu de... C'est très nostalgique. Parce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, écoute-le parce que tu vas réussir. He was someone that major brands at the time and which remain with us until this day. Coca-Cola, Canada Dry, Palmolive, all of these brands tapped El-Maghribi to be their spokesperson, their voice. And being the talented musician he came up with original jingles for these companies. His voice and persona were so recognizable that sort of he needed little introduction. And so, when you think about sort of adding that into the mix, everywhere you turned in the 1950s, you could hear Sami El-Maghribi in some shape or form. Alors j'ai enregistré le Chewing Gum Angel Mint, j'ai enregistré... c'est surtout Chewing Gum Angel Mint. Chewing Gum Angel Mint. محلى Chewing Gum Angel. Chewing Gum Angel. Chewing Gum Angel. Feel again. حلي في Chewing Gum Angel. Chewing Gum Angel. Feel again. Chewing Gum Angel Mint. معطر بالنعناع. Chewing Gum Angel Spice. معطر بالقرطاس. بدي تاكسي صغير ومزيان اركبوا سير في الأمان. بدي تاكسي صغير ومزيان اركبوا سير في الأمان. Toute occasion était bonne pour chanter. Alors bien sûr qu'il nous enseignait, il nous apprenait à chanter, et il nous écrivait les paroles de la chanson, bien que nous ne comprenions pas l'arabe, mais il nous expliquait, et puis les répétitions, pour lui c'était très important que ce soit parfait. Il nous enseignait comment nous tenir debout, comment respirer, comment nous étions vraiment... C'était une discipline, mais en tant qu'enfants, nous étions fiers. Nous étions fiers parce qu'on se produisait chez le roi, au théâtre à Casablanca,
à Paris, on enregistrait au studio. En tant qu'enfant, c'était féerique, quoi. Et je voyais combien de fois il faisait la répétition à l'orchestre, et les musiciens me racontaient. Il me racontait, il me disait, mais en Moulimanensek, on l'a fait 200 fois en répétition. On sait comment il veut qu'il la joue, on sait comment il veut qu'on soit habillé. Et encore. Il adorait ça, cette discipline de scène. Et ça a donné ses fruits. On parle de lui aujourd'hui, et je pense qu'on n'arrêtera jamais de parler de Sami El Maghribi, ne serait-ce que pour sa musique, et pour le fait qu'il était toujours méticuleux et très rigoureux sur les moindres détails sur la scène. כבר בהתחלה למדתי שסמי זה השאיפה לשלמות, לא למצוינות, לשלמות, למושלם, לפרפקט, ועוד חזרה ועוד דיוק, לא ויתר, לא לנגני ולא לחברי המקהלה שהיו גם ילדים, גם מבוגרים, ואחד מנהל בנק ואחד מורה בית ספר וילד בן 12, לא ויתר לאף אחד. À partir de lui, si tu veux, la bonne discipline a commencé dans l'orchestre. C'était tout le monde le même costume, c'était bien tiré, bien assis. Bien assis, tu ne peux pas t'asseoir comme ça et jouer comme ça. Non, il faut que tu t'assoies droit, et bien le dos contre la chaise, bien assis. C'était une discipline, et moi j'aimais cette discipline. La même chose, chemise blanche, cravate, pas de chaussettes en couleur. Et je me rappelle, il parlait comme ça. Pour lui, c'était important la discipline. Ça allait de pair avec la musique. Ça veut dire que si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas jouer la musique. Il voulait aussi qu'on respecte les musiciens. Parce qu'à l'époque, mon père me dit que le statut de musicien, enfin, après ce qu'il me racontait, il disait que le statut de musicien n'était pas un statut très élevé dans la société, que c'était même dans les étages plus bas. Il ne faut pas oublier aussi que le premier public aussi de Sami, c'était des Européens aussi. Quand il jouait cette musique-là, avant la musique andalouse et tout ça, c'était pour des Européens. Les Européens ne s'asseyaient pas par terre. Les Européens venaient, ils étaient dans des tables, on leur servait de la boisson, et lui et l'orchestre jouaient sur une petite estrade. Ils étaient habillés avec des cravates, des papillons. Ils portaient plusieurs fois le papillon, Sami El Maghribi. Alors, il s'adaptait au public, mais il avait même raffiné ce public. Il a un petit peu occidentalisé la présentation d'un orchestre marocain. C'est vrai, les gens, c'était des guelsa, les gens étaient en djellaba, les musiciens étaient en djellaba, ils étaient assis sur des sofas, en tout cas sur des divans. Et il avait aussi le souci de donner ses lettres de noblesse, de donner du prestige à la musique qu'il interprétait, parce que pour lui, c'était sacré la musique. D'ailleurs, c'est aussi le fil conducteur de sa vie, c'est que ce soit à la synagogue ou dans un concert, la musique, il était aussi inspiré, et c'était aussi sacré pour lui de bien interpréter la musique, quel que soit le contexte. You know, we can think about this in terms of sort of a taste maker, Sami El Maghribi as a taste maker, who's also very aware of his image and the image of the musicians that he works with, and is attempting to sort of stage all of that on the stage, matching outfits, for example, a certain look that he maintains and that he expects his ensemble to maintain as well. A degree of professionalism that wasn't always there, and also sort of the ephemera that surrounds him as well, that he always had a hand in crafting. So thinking about posters for upcoming concerts with choice of image, photo, font, words describing the event, he describes himself as a revolution.
in the 1950s. He describes himself and the music that he's performing as a revolution in a revolutionary moment. Pour moi, la demande d'un roi, c'est sacré. Nous avons le respect d'un roi. Quand on voit passer un roi dans la rue, on fait une bénédiction spéciale. On dit « Béni sois-tu l'Éternel qui a donné de son honneur à un chair et en os, à un être humain. » Je vous assure, c'est la bénédiction que nous faisons quand nous voyons un roi. Donc nous avons beaucoup de respect et d'admiration pour un roi. Bien que j'étais à l'aise chez lui, mais ce n'est pas tout à fait à l'aise, parce qu'il fallait que je me surveille, que je fasse attention à mon comportement, à mon chant, à mon orchestre, à tout ce qui se passe autour de moi, pour que le roi soit satisfait, le prince soit satisfait. C'était mon but. Et alors là, c'est impressionnant quand même, parce on est impressionné par ces messieurs qui sont ils ont une éducation exceptionnelle. Ils nous reçoivent bien, ils nous traitent bien. Il n'y a pas de doute. He starts making a point of touring in the sort of early to mid 1950s alongside Muslim musicians. So he wants to make clear that sort of this is a pan-Moroccan artistic effort. He makes sure that increasingly when he appears on stage, he dons the Moroccan national colors of red and green. So at an earlier moment, he's wearing these beautiful, white and black tuxedo, and then he's moving into colors that at that moment in history carry a certain political message with them. And then as we get into the moment in which the Sultan is returned from exile, from Madagascar, first to France and then to Morocco, Al-Maghribi will cross paths with the Sultan, will have an audience with the Sultan, and Al-Maghribi will craft patriotic nationalist compositions in his honor in real time that will then be distributed across Morocco, into Algeria as well, whose message is quite clear. الله وطني وسلطاني ده مقصود كل عسكري مغربي ومقصود كل عسكري مغربي الله وطني وسلطاني بأمرك يا ربنا الرحمن بأمرك يا ربنا الرحمن وبفضلك يا سيدنا السلطان وبفضلك يا سيدنا السلطان وبجود زعماء الوطن مغربنا مستقل وهاني الحمد لك يا الله جليل. Il dit lui-même, un roi, le roi d'habitude est assis sur son trône et les gens se présentent à lui, se présentent devant lui. Et il dit, contrairement à ce rituel, le roi Mohamed V allait à la rencontre de mon père quand il arrivait avec son orchestre et il saluait chacun des membres de l'orchestre, un par un. Donc mon père, pour lui, c'était un témoignage de respect, d'estime de la part du roi Mohamed V, et pour que ça lui soit resté comme ça en mémoire et qu'il soit aussi ému de s'en rappeler, c'est que vraiment ça devait être un geste important un geste symboliquement important de la part du roi Mohamed V. Alors, il a demandé à ce que mon père revienne chanter le lendemain. Alors, tout le monde était parti, la soirée était finie, c'était une soirée qui a duré pendant la musique, le tam-tam, tout ça. Et le lendemain, il dit, je veux qu'il revienne chanter. Mon père l'a dit, le roi, il veut que je revienne chanter. Je dis, ah bon? Et puis bon, il nous a ramenés, mais il y avait juste le roi qui était dans cette salle, la même salle, mais il n'y avait plus personne. Il y avait juste le roi qui était là. Et son serviteur ou son intendant, enfin. Et mon père, il a chanté quelques chansons. C'était dans l'après-midi, c'était pas le soir. Et après, quand il a dit, bon, il a fini de chanter, il lui a dit, ça va, il a dit, venez, il a fait signe de venir, qu'on vienne le voir, parce que nous, lui, il était sur scène, mon père, et il fallait aller le rencontrer au bout de la salle, il était assis dans un grand salon, quoi, dans la salle même.
Et là, d'abord, il nous a approchés, il nous a bénis. Il voulait nous bénir. Il nous a bénis tous, les enfants. Et après, il a remis 2 enveloppes à mon père. Il a dit, celle-là, c'est pour vous et l'autre, c'est pour les enfants. Et il nous a remis 15 louis d'or. Le roi marocain était Amir al-Mu'minin, le chef des croyants, pas le chef des musulmans, jusqu'à présent d'ailleurs. Même Mohamed VI est Amir al-Mu'minin. C'est important cette nuance-là, qui veut dire il n'est pas le chef des musulmans, il est le chef des croyants. Et les croyants sont juifs, musulmans et chrétiens dans certaines parties au Maroc. Alors il y avait, c'est l'environnement où Sami opérait. The explicit quality of this set of politics. So for example, these records that are carried on the Samiphone label that speak of God, my country, and my sultan have, in some cases, a sticker on them, so either Sami himself or his family. It puts a sticker on these records with the face of the Sultan himself. So this is a moment in which records are unadorned, right? There's no album artwork per se. If at any point we have we could entertain the idea that somehow this was like haphazard or by accident or the association is coincidental, it becomes hard to say that when you see the sticker of the face of the Sultan on a record on the Samiphone label in which he's invoking God, his country, and his Sultan. On ne sait pas sur quel motif on a décidé de faire une perquisition chez lui, mais lui, il a vraiment très mal pris. Et donc, il a décidé de quitter le Maroc. Mon père n'avait pas à faire la preuve de sa loyauté envers le roi. Donc, c'est peut-être, ça l'a blessé, mais ça venait pas nécessairement directement du roi. Et puis de toute façon, il n'a pas été déchu de son statut d'artiste national, jamais, à aucun moment. Et d'ailleurs, les Marocains, les officiels marocains sollicitaient sa présence. Il est revenu au Maroc en 67, il a fait une tournée triomphale en 67. Donc il n'a jamais été déchu de son statut de vedette nationale. Que je connaissais des musulmans du Maroc qui étaient haut placés et qui m'ont dit un jour ce que nous avons perdu avec l'immigration juive du Maroc, c'est le fait d'avoir perdu Sami el-Maghribi, qu'on ne peut plus entendre comme avant, comme on voulait. Et chaque fois qu'on le voulait, on l'invitait à venir nous chanter. C'était un regret véritablement sincère, exprimé par des musulmans qui aimaient la musique, qui aimaient celui qui portait en lui cette musique. On m'a appelé pour faire donner 2 récitals à Montréal en 66. Je suis venu, j'ai chanté à la Comédie Canadienne. J'ai chanté 2 soirées. Et puis, beaucoup de Marocains ici, que je connais bien, des amis, tout ça, ils m'ont entouré, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais à Paris? Viens habiter avec nous. Tu vois, la vie est belle, tout est facile. » Quand je suis arrivé, j'ai auditionné pour la Spanish portugaise, ils m'ont écouté. Ah, ils m'ont dit, c'est vous que nous voulons. Bon, à ce moment-là, j'ai été admis à la Spanish comme cantor depuis novembre 1967 jusqu'à novembre 1983. Automatiquement, quand on est arrivé à Montréal, mon père, avec tous les petits-enfants, on nous a amenés à la synagogue ici, à la Spanish portugaise, et on ne s'assoyait pas très loin d'ici, de la Bima. Et j'ai commencé à entendre Sami el-Maghribi ici, sur cette bima même, et puis j'ai été ébloui, vraiment par le chant, par la musique et la prière, avec beaucoup de ferveur. Et quand j'ai entendu ça, je chantais
aussi, et avec quelques-uns de mes frères, on a commencé à chanter plus fort. Il y avait une chorale d'adultes ici, mais gentiment pas vite, et tranquillement pas vite plutôt, il y a Sami qui me dit, ben, viens, assis-toi avec eux et chante avec la grande chorale. Et puis c'est très intimidant, mais j'ai commencé à chanter avec eux, à commencer à apprendre le nusakh, la musique de la Spanish portugaise. Pas très longtemps après ça, il y a Sami qui me dit, Sami el-Maghribi bien sûr, il dit que bon, il n'y a plus de chorale adulte, on va commencer une chorale de jeunes. Et c'est là où on a commencé une chorale de jeunes. Et puis, cette chorale était incroyable parce que ça nous a vraiment formés. Je crois qu'on est tous sortis marqués par cette expérience. Comme j'ai dit, c'était une sorte d'école, n'est-ce pas? Il y avait une certaine façon de se tenir à la synagogue. Il insistait sur le fait qu'on se tienne droit, qu'on place le livre devant soi de manière à pouvoir chanter comme il faut. Il y avait un certain respect par rapport à la prière. Il nous disait souvent, imaginez que vous êtes devant un roi ou un président, quel comportement auriez-vous? Alors imaginez que vous êtes devant le roi des rois, et voilà, c'est de cette façon qu'il faut se tenir à la synagogue. La teva, c'est quelque chose de beaucoup plus solennel. C'est quelque chose, le Shaliach Tzibour, le ministre officiant, doit se concentrer tout d'abord sur son poste. Son poste, ça veut dire qu'il est le représentant de l'Assemblée envers Akadosh Baruch Hu. Donc il doit d'abord être beaucoup plus concentré sur les paroles et sur la concentration, je dirais, dans le monde divin d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est important d'être voilà quoi. Et Sami faisait beaucoup attention à ça. Je me rappelle que même quand il faisait Nagdishar, il voulait pas que la Kedusha, il voulait pas qu'on prolonge sur le Na. Il était très, il prenait. Alors qu'aujourd'hui, voilà quoi, Nagdishar, il y a des gens qui peuvent rester 3 mois sur un Nagdishar. Pour que tu chantes, il faut que tu t'assoies, il faut que tu respectes comment on t'a enseigné, tu changes rien. C'était comme ça qu'il était. Et une fois, je l'ai suivi parce que je voulais avoir son sidour de prière. Alors j'ai vu qu'au début, la première page, il y avait des stickers collés qu'il pouvait déplacer. Et chaque Shabbat, il prenait Diaka. Donc il préparait tout à l'avance. C'était très, très ordonné. Il prenait par exemple les Chadodi, il collait les Chadodi, l'air qu'il doit faire ce Shabbat. Kaddish, il collait Kaddish. Donc je voyais ces stickers, j'ai appris ça de lui, je le fais encore maintenant. Sami el-Maghribi était d'abord un chantre et il était d'abord un artiste. Alors sa profession vraiment, c'est de chanter au public et que le public bien sûr s'assoit et écoute et même chante avec lui et faire vibrer le kahal. C'est exactement ce qu'il a fait ici. Alors, tous les semaines, c'était un spectacle, vraiment. Mais ce n'était pas un spectacle où les gens s'assoyaient puis ils écoutaient seulement. Il engageait les gens. Pour moi, Sami, c'était la symbiose parfaite entre la prière, donc la prononciation de la prière, le dikdouk, la grammaire, une grammaire parfaite, qui était mariée parfaitement avec une maîtrise de la musique. Et jusqu'à présent, je n'ai pas connu un autre Hazan qui était capable de mélanger ou de marier la prière avec la musique aussi parfaitement que Sami. His song, Saluni Nas, I can be that and I can be that. I can be a Khazan and I can be a Zamar. And this idea, when you attach this knowledge
to someone who knows how to be a performer, who knows how to work with crowds. Because to work with an audience is something else than composing beautiful music. It's a completely different thing. They don't necessarily go hand in hand. On the contrary, sometimes in order to be pleasing the audience, you need to give up some of your education and vice versa. I go to this concert and I was blown away. I was like, who is this fabulous musician? I had no idea. I had no idea how famous he was, like nothing. So I went up to him afterwards and I just said in French, I said, well, will you teach me how to play the oud? And he gave me this, I mean, he was a real mensch. He was a wonderful man. And he just gave me this funny look like, what is this? You know, I see before me. And then he caught himself and he said, you know, in a very courtly way, yes, I can do that. Are you free? You know, Wednesday mornings you can come to my office at the Spanish and Portuguese synagogue and bring an oud, you know, and that was it. And I had my oud. And it was so funny because he didn't give oud lessons really. And if he did, first of all, he was a singer. He played the oud very well, but he was a singer. That was really his thing. But secondly, he would be maybe showing a few things to someone who was also from Morocco and wanted to pick up a few tips. He didn't know what to do with like this random Ashkenazi Canadian. So he started off with a song that he figured everybody knew and it would be easy. And it was the Moroccan song Shams El Hassi. You know, Shams El Hassi. But I'd never heard it in my life. It wasn't familiar to me. It was really difficult, actually. So he really patiently, you know, musical phrase by musical phrase, and he'd play it and I'd repeat it, and he'd play it and I'd repeat it. Il avait une manière, il avait une façon d'attirer les gens, mais avec beaucoup de dignité, sans faire beaucoup de bruit. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'est très rare de trouver un artiste de tel calibre, mais avec beaucoup de dignité et humble. Le chant Salouni Nas, il le chantait pour la première fois. Il me dit, écoute les paroles, écoute ce que je dis. Et je voyais, je comprenais que il était tiraillé réellement. Il avait la nostalgie de la vedette, celle qui était demandée, recherchée, admirée, et celle de servir à Kadosh Baruch Hu. Il a choisi ce chemin, heureusement, parce que, d'ailleurs, quand on lui disait de chanter, là, il ne chantait pas n'importe quoi. Par exemple, la chanson de Katanek Mahaloul, il ne la chantait pas. Il disait non, il ne faut pas la chanter. Bon, à son époque, il a composé, mais quand c'est profane, et lui, vu sa position et tout. אמרתי לו, טוב, סמי, חשבתי, מה דעתך שנבצע את המוזיקה שאתה כתבת, של השיר הזה, אבל המילים יהיו בעברית, פיוט. אל חיירם גדול השירה, אל חיירם גדול. מה אתה חושב? סמי לא הסכים. הוא אומר, לא. הזיכרון שלי בשיר הזה, זה לא קודש, זה ההפך מקודש. ולא הסכים שנבצע את זה גם במילים של קודש. Et je lui ai dit, Sami, il y a un verset qui pourrait réellement te résumer. Ce verset dit, An-Sameach Elohim v'anashim. Celui qui réjouit Dieu et les hommes. Cette voix qui charme, qui enchante, qui emporte, aussi bien dans la prière que dans le chant. خبروا ما فيها باس يفهمني ويصغى لي سألوني الناس كيف نغني ونطيق نصلي بالناس قلت عمري ما نسلم في فني نعبد ربي ونزهي الناس
À un certain moment, il a décidé de ne plus être Hazan de la Spanish. Non pas qu'on ne voulait pas de lui ou il a fini sa carrière là-bas, c'est pas ça du tout. Je pensais qu'il voulait avoir une certaine authentification comme étant un Hazan véritable, pas celui de la Spanish seulement, où on le voyait comme un chantre, mais pas un véritable Hazan qui chante du cœur, qui chante du fond de lui-même. Alors il est venu s'exprimer ici. Ces conditions étaient les nôtres, jusqu'au moment où il a décidé de se retirer, d'aller en Eretz Israël. הקמנו את המרכז לתיעוד ושירה. אז דוקטור אריה, היום דוקטור אריה אזולאי אומר לי, מוטי, הכל בסדר, כל מה שהגשת מצוין, אני רק מבקש שתשלב בפרויקט המיוחד הזה את סמי אל-מגרבי. אמרתי לו, אדוני ראש העיר, סמי אל-מגרבי הגדול, הידוע, ששר עומרי מנסק יממה, אז הייתי בגיל 32, משהו, 30. הוא אומר לי, כן, הוא גר פה באשדוד. לא, מה? מהמשרד של ראש העיר, הלכתי ישר לבית של סמי אל-מגרבי, קיבל אותי יפה. במקום עשינו הסכם, והוא היה המנהל הפדגוגי והמרצה, המלמד הראשי של הקורסים שלמדו חזנית ספרדית. Ces juifs étaient, la plupart d'entre eux étaient des musiciens. Et donc mon père les a intégrés à l'orchestre et il a solfié la musique andalouse pour qu'ils puissent l'interpréter. Et il les a intégrés comme ça au concert. Et en même temps, c'était l'embryon de l'orchestre andalou d'Israël. Il ne faut pas oublier que c'est quand même lui qui a initié toute l'histoire de l'orchestre andalou, de prendre la musique et de la mettre sur partition et de donner envie à toutes les grandes personnes qui ont construit avec lui cet orchestre. Il leur a donné l'envie de donner à des musiciens de l'Europe de l'Est. Il y avait 40-50% de musiciens d'Europe de l'Est sur la scène avec l'orchestre andalou, que ce soit des Russes, des Hongrois, qui se mettaient à jouer de la musique andalouse. C'était pas quelque chose qu'on pouvait penser. Mais il a dit oui, non. On peut faire le match entre ça et ça. Alors on a mené les musiciens qui jouent avec partition et les musiciens marocains qui ont appris ça de bouche à oreille. Bien sûr, une partie d'entre eux avait fait le conservatoire, mais bouche à oreille, qui avaient perpétué cette musique-là et qui savaient jouer bien sûr la musique de Sami, ça leur coulait dans le sang. Et voilà quoi, donc il était vraiment toujours méticuleux. Des fois, une fois quand c'était pour, voilà, je voulais vous dire qu'on était parti à un de ses concerts et il chantait. Il y avait un chef d'orchestre, mais Sami aussi se retournait et faisait le chef d'orchestre aussi. C'était très important pour lui. You know, if he wouldn't found the Andalusian Orchestra in the 90s in Ashdod, I would not get here today with the Jerusalem Orchestra East and West in a concert
in Binyana Oma, Jerusalem, or we just were last week in the Barbican in London. It's the continuation of the same line. So that's about his heritage. I have only to thank him for what he did. He didn't do it for me, but I gained a lot from it. Samir Maghribi représentait un lien pour ce Maroc que les Juifs ont quitté. Et parfois, ils venaient écouter sa musique par nostalgie. Mais dans un sens, il était aussi le porteur d'une certaine identité dans sa musique à lui. Cette musique était une musique noble. Et quand on veut écouter du Renati ou du Hausi ou du Allah de Sami, il représentait ce judaïsme. Et à travers lui, il gardait cette identité. قدامي وزيدي يا زينة والدنيا تضحك لينا من ايام والليالي وشك فينا كيسان الحب نخبلو. يا غريب وعلاش تبكي من فراق ترك وبلا. Je pense que c'est ce qui fait son importance, c'est qu'il est à cheval entre deux époques et que quand les Juifs quittent le Maroc, c'est tout un monde qui tombe qui pourrait tomber dans l'oubli, ou qui pourrait. Et donc il y a cette réflexe de retenir ce monde, de transmettre tout cet univers culturel, musical, dans lequel des générations de Juifs d'Algérie, du Maroc ont baigné. Et qui a façonné un univers qui a façonné leur identité, mais tout d'un coup, il y a une rupture dans l'histoire et on quitte le pays d'origine, que ce soit l'Algérie ou le Maroc, ou la Tunisie même. C'est la même histoire pour les communautés juives du Maghreb et même du Moyen-Orient. Donc, et on transporte avec soi un héritage. C'est un fleuve de connaissances et de transmission, et il transgresse tout ce qui est communautaire. Fait que, d'ailleurs, j'ai une amie qui anime le blog Andalusiat, qui l'appelait, c'est le plus musulman des Juifs, dans le sens où le plus arabe des Juifs, parce que les Juifs qui vivaient au Maghreb, ils avaient un certain accent. Par exemple, le R, mais Sami, il avait son R comme en l'écoutant. Si on ne te dit pas c'est Sami Maghribi, tu vas dire oh, c'est un arabe de Safi, de Oujda. Ça, c'est sa particularité aussi. Sami Maghribi fait partie intégrante de ce judaïsme marocain, nord-africain même, je dirais, parce qu'il est vénéré en Algérie et en Tunisie, comme bien sûr au Maroc. Et en Israël aussi. Alors, il est important pour le judaïsme marocain de assembler toutes ces composantes qui font son identité. Ça inclut la musique, ça inclut la littérature, ça inclut la poésie, ça inclut les sciences et ça inclut les recherches et ainsi de suite. Samir Maghribi joue un rôle important
il a traversé presque à travers lui-même ce que le judaïsme marocain a fait. Il a quitté le Maroc, il est arrivé en Israël, certains sont venus ici au Canada ou en France. Il nous a donné beaucoup de bonheur, il nous a beaucoup appris, il nous a éclairé, il a éclairé nos fêtes, il a éclairé nos soirées, et de génération en génération. Il est une sorte de passerelle sociale et générationnelle qui donne toute sa beauté, toute sa poésie et toute sa magie à notre civilisation, à notre histoire. Speaking about the generations and the changes that are happening, I think that his importance for us, for the next generation, for the generation that comes after us, for generations to come, is in order to keep a tradition, you need pillars that this tradition is standing on. If you look at classical Western music, you have Beethoven, you have Mozart, you have Bach. From the last century, you have Schoenberg, you have names from the North African tradition. Sami al-Maghribi is not only a pillar, is a foundation pillar. Basically led this music outside of North Africa to spread all over the world, whether it's Canada, whether it's France, or whether it's Israel. And he's important to give a face, to give something you can talk about and explain and share experiences about, and not only this something mythical that you cannot touch and cannot exactly understand. I think this is the great importance of remembering and commemorating and talking about it and teaching about it to the next generations. J'ai toujours un plaisir d'interpréter Sami al-Maghribi parce que la force de Sami al-Maghribi, c'est d'abord une période, c'est une nostalgie. C'est quelque chose qui a accompagné mes parents, qui a accompagné sûrement mes grands-parents. Et moi, en tant que chanteur, qui essaye de continuer à faire durer ce bel héritage, eh ben je fais de mon mieux pour continuer à l'interpréter, parce que de toutes les façons, quand je l'interprète aujourd'hui, même à des générations, à des jeunes qui appartiennent à une génération qui ne connaît pas Sami al-Maghribi, mais dès que je leur chante Sami al-Maghribi, ils me disent « Ah, c'est ce que mon père il aimait ». Donc, ça leur fait toujours plaisir. Et franchement, je fais de mon mieux pour bien chanter, pour bien interpréter Sami, parce que c'est pas simple. Ce ne sont pas que des musiques, c'est des prononciations. Sami était reconnu pour sa composition, pour faire passer le message quand il chante. On pouvait ne pas comprendre ce qu'il disait, mais à sa façon de chanter, on pouvait savoir si c'était une chanson joyeuse ou mélancolique. Donc c'était sa force. Et j'ai toujours eu ce plaisir-là de monter sur scène, et peu importe le programme de la soirée, j'ai toujours demandé et insisté à introduire une note de chez Sami au milieu de la soirée, parce que ça enchantait tout le monde. ואנחנו מצווים להמשיך את המסורת, הטרדישן הזה, את המסורת הזאת, והמסורת היא הרבה מאוד דברים. היא גם המסורת המוזיקלית, והיא גם מהגיבורים שעשו אותה. חברה, קהילה, עם שרוצה עתיד, הוא לא יכול לצעוד לעתיד טוב בלי לקחת איתו את העבר, את המורשת, את הדברים הטובים. וכל מה שעשה סמי אל-מגרבי זה רק דברים טובים. מוזיקה טובה, נגינה מצוינת, שירים מצוינים, ואנחנו צריכים להמשיך עם זה ולקחת את זה הלאה. והנה, אנשים צעירים, מוזיקאים צעירים, גם בארץ אגב, עושים קאברים לשירים של סמי אל-מגרבי. וזה שרשרת הדורות. ואני מאוד, אין הרבה גיבורים כאלה שהתרבות שלהם, המוזיקה שלהם, ממשיכה ומתפתחת לדורות. Being a musician is difficult. You have to move a lot, you have to travel a lot, and that often means that you can't hold on to everything, and yet he did somehow hold on to everything. Every photo, every receipt, every piece of correspondence, every contract between him and other musicians or him and the venue, which enables us to arrive at this moment here where we can speak about his impact and his life and his contribution as well.
And he also sort of, in doing that, he reminds us that none of this was ephemeral, right? It didn't disappear as soon as it sort of entered into the ether. We knew that from other ways, right? Because the songs of Sami al-Maghribi are sung until this day, or the melodies are used until this day in incredibly diverse spaces, secular and sacred. But here we have even sort of more incontrovertible evidence that there is a written record of this history, and at its center is Sami al-Maghribi. Vous savez ce que c'est que le bonheur, qu'un homme heureux? Eh bien, moi, je vais vous dire, moi, je suis un homme heureux. Vous savez pourquoi? Parce que je fais ce que j'aime faire dans ma vie. J'aime chanter, j'aime jouer la musique, j'aime vous enseigner la musique, vous inculquer la diction, vous inculquer tout ça. Et c'est ça mon bonheur. Quand je vois que vous êtes réceptif et que vous apprenez quelque chose, eh bien, c'est mon grand bénéfice, moi. Je ne vous demande rien. لونيرة انت شابة وصغيرة اسمك عزيز عليا في فم احلى من تميرة بربي عليك يا قميرة لا تخمم ولا تحير اجي عندي يا العميرة واللي صار يصير لونيرة انت شابة وصغيرة اسمك عزيز عليا في فم احلى من تميرة شعلتي في قلبي جميرة وخليتيني ممحون خليتي عقلي بحيرة بهادوك العيون لوني كيف تويت شعرك حل في الأندلس زينك ما كانش لوني كان قيت هذا العنبر مني تنبس فوق خدك الأسمر لونيرة انتي شابة وصغيرة اسمك عزيز عليا في فم احلى من تميرة شعلتي في قلبي جميرة وخليتيني ممحون خليتي عقلي بحيرة بهادوك